Je suis ravie de démarrer cette table ronde sur la question suivante. Où Trump emmène-t-il l'Amérique? Nous allons parler en anglais parce que nous avons seulement des panélistes anglophones. J'apprécie la présence de Donna Brésil qui est avec nous. Je suis vraiment ravie que vous soyez là avec nous aujourd'hui. L'ancienne directrice de la DNC et une présentatrice, une personnalité des médias très connue. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai également à ma gauche, très bonne amie, Donna White, qui fait également partie du comité exécutif et qui était représentante au Pentagone sous le premier mandat de Trump. Et cette situation et on peut avoir beaucoup d'informations importantes sur le processus de décision de l'administration de Trump. Et je suis très heureuse d'avoir Christopher Caldwell également avec nous, qui est un journaliste, essayiste très renommé, qui a écrit de nombreux articles et de nombreux livres sur la politique américaine, mais également sur l'Europe. Donc merci Christopher d'être avec nous aujourd'hui. Et pour terminer, nous avons en ligne Josh Mitchell. C'est bien le cas? Oui. Bonjour Josh. Bienvenue à cette conversation. Vous êtes l'un des cofondateurs des conversations. Vous nous avez montré le chemin et vous êtes professeur de théorie politique à l'université de Georgetown. Vous avez rédigé des ouvrages très importants pour expliquer la crise de l'Amérique et le réveil américain. C'est votre dernier ouvrage. Alors, je vais démarrer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai jusqu'à 15h30, donc je vais poser une question à chacun d'entre vous. Une question sera traitée par un des membres du panel et il y aura ensuite des réactions par les autres. Une réaction rapide parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc je voudrais démarrer avec cette discussion. Donc, où Trump emmène-t-il l'Amérique? Si on parle des racines, pourquoi Trump a-t-il pu faire un retour si spectaculaire en 2025? C'est une question profonde. Pourquoi a-t-il gagné l'élection? Qu'est-ce qu'ont manqué les élites? Quels ont été les manquements pour que l'Amérique élise un candidat si scandaleux 2 fois de suite? Donc, quels sont les moteurs idéologiques derrière ce succès? Est-ce que l'on doit le voir comme une contre-révolution qui vise à contrer donc les effets de la révolution wokiste, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Est-ce que cela change complètement le projet américain? Chris, je vous donne la parole pour répondre à cette question en 5 minutes. Merci Laure. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon là? Merci beaucoup. Je pense que la raison pour laquelle Trump a été réélu est le fait que ses adversaires n'ont pas compris pourquoi il a été élu en premier lieu. Trump n'est pas un candidat de la droite ou de la gauche. Il n'est pas une version packagée de ce que voulait Ronald Reagan ou Nixon. Trump est un leader d'un mouvement démocratique, d'une démocratie en tout cas. Il est le leader d'un mouvement
pour la démocratie contre des personnes qui oppressent la démocratie. Et c'est peut-être très bizarre à entendre en France. Mais si l'on comprend comment cela a eu lieu, quelle menace pèse sur la démocratie, dont Donald Trump est la réponse, alors cela explique sa présidence. Il y a beaucoup de personnes à droite de l'échiquier politique qui pensent que la démocratie est décadente. Je ne pense pas que cela ait à voir avec Donald Trump. Cependant, il y a une phase d'épuisement dans laquelle entre la démocratie. Cela fait si longtemps. C'est un régime qui est en place depuis très longtemps, ce régime depuis la Seconde Guerre mondiale. On peut parfois surestimer ses forces, en particulier lorsqu'il n'y a pas de défi systémique qui s'y oppose, et de prendre des risques. Et je pense que les leaders de la démocratie américaine, donc ça peut être les élus, les représentants, les bureaucrates, les élites, après avoir été en pouvoir pendant longtemps, ils ont commencé à prendre des raccourcis, à essayer d'extraire certaines compétences des États, de supprimer des aspects de la démocratie. Et cela est passé par la bureaucratie, par des réglementations. Et on dirait des rengaines que l'on entend beaucoup de la part des entrepreneurs, par exemple. Le but était d'éviter certaines contraintes de la démocratie. Il se passe la même chose avec l'Union européenne. Souvent, lorsque les leaders européens nationaux ne sont pas d'accord pour mettre en place des éléments dans leur propre politique, ils renvoient ça à Bruxelles. Eh bien, c'est pareil pour nous. Notre manière principale de contourner la démocratie est les droits civils. Et l'implémentation des droits, si on reprend en 1965, ça a été amené à un endroit où les gens ne souhaitaient pas que ça aille. Cela n'était pas censé empêcher la liberté de parole dans les lieux de travail, ni celui de la femme au sein de la famille, ou de rendre l'homosexualité plus proéminente dans la vie américaine, ni de valider le fait que le genre est optionnel. Mais tout cela a eu lieu quand même sans aucun vote. Ce n'est pas le seul exemple de ce qui se passe, mais je prends cet exemple pour montrer comment est-ce que les gens ont commencé à ressentir le fait que ce qu'on appelait la démocratie était ternie. Alors je pourrais m'arrêter là, ou est-ce que je peux dire quelques mots de plus sur la façon dont Trump utilise ce système? Je dirais qu'au cœur du pays, beaucoup des personnes qui ont voté pour Trump avaient cette idée très modeste qu'ils voulaient une démocratie basée sur le vote et non plus sur la réglementation et le droit. Donc ce qu'ils ont imaginé, c'est que ce monde de réglementation et de se baser sur des procès selon lesquels ils étaient obligés de dire des choses et d'adopter certaines opinions, que tout cela serait éliminé par Trump. Mais il y a quelque chose de très curieux qui s'est passé dans le deuxième mandat de Trump. C'est que Trump n'a pas empêché toute la mise en place des droits civils, mais il a utilisé son pouvoir et il l'a utilisé à ses propres fins.
Donc, au lieu, par exemple, de poursuivre en justice Preston pour avoir viré certaines personnes, il s'est tourné vers d'autres sujets. Et donc, il s'intéresse à un cas qui n'est pas forcément central. Mais il y a une situation où il utilise un système qu'il n'a pas conçu pour faire taire les personnes qu'il considère comme ses opposants politiques. Donc, par rapport à Harvard, il y a des éléments qui peuvent être perçus comme provocateurs, mais par exemple, pour avoir toutes les mesures de discipline qu'il a mis en place, je ne pense pas que cela mérite cela. Donc, c'est une bonne illustration. Je pense que Harvard est maintenant traité de la manière dont la plupart des voteurs, des électeurs de Trump l'auraient vécu. Donc, je dirais que par rapport à la question de la rupture, je pense que c'est le fait de saisir les aspects démocratiques de l'État et de l'emmener vers une autre direction. Et je pense que c'est ça qui a lieu aujourd'hui. Merci pour cette explication. Cela sera peut-être perçu comme quelque chose de provocateur. À droite, en tout cas, je me pose la question, Donna, comment est-ce que vous réagissez à cette idée que le phénomène Trump est un sursaut démocratique face à la confiscation du droit et de la démocratie et à ses règles? Alors tout d'abord, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui. Quand j'ai dit à ma famille dans le magnifique État de Louisiane que je venais ici, ils m'ont dit assure-toi d'aller là où Uncle Buck a servi. Je suis la première membre de ma famille à revenir dans le nord de la France et quel honneur c'est pour moi d'être ici et de représenter ma famille. Ma nation a peut-être eu de la ségrégation par rapport à sa race. Peut-être qu'à cause de leur race, certains pensaient qu'ils étaient inférieurs et qu'ils ne pouvaient pas se battre contre les Allemands. Mais une fois qu'ils ont eu cette opportunité de montrer au monde et dans leur pays d'origine qu'ils étaient là et prêts à relever le défi, à se battre pour la démocratie, ils sont rentrés à la maison victorieux avec la dignité, sans la dignité de se faire appeler un citoyen. Et pourtant, ils étaient volontaires tout de même de se battre pour la deuxième guerre civile américaine, une guerre qui n'était pas prévue, mais qui, nous croyons, pourrait donner un nouvel élan à l'Amérique, un nouveau départ. Je suis le produit de cette deuxième guerre civile. Je suis le résultat de ce que l'Amérique a dû faire pour se battre et croire pour tous les citoyens. Donc lorsque l'on parle de la situation actuelle et là où nous nous trouvons actuellement, c'est effectivement un moment important. Barack Hussein Obama, le vote en 2008 s'est ensuite changé 8 ans en une élection de Donald Trump. On peut donner plein de raisons pour lesquelles le mouvement trumpiste a surgi, mais au cœur de cela, c'est un mouvement basé sur le rejet de l'exclusion du rêve américain.
j'ai dirigé le Parti démocratique 2 fois. Donc, mais une fois, c'était suffisant. Quand Barack Obama cherchait à être réélu, et je peux vous dire qu'au sein du Parti démocrate, et je peux vous le dire, moi, donc moi je peux dire que je fais partie d'un autre parti en fonction de comment je peux m'habiller, mais si vous pensez à ce que l'Américain classique, moyen, la frustration qu'ils ont eue avec les 2 partis politiques, donc en 2008, il y a eu une campagne avec des personnes très éduquées, avancées, une personnalité avec beaucoup de connaissances, et pour beaucoup d'Américains, quelqu'un qui était déconnecté, Hillary Clinton. Et nous avons cette nouvelle énergie, cette nouvelle phase, cette personne avec un nom rigolo, avec des grandes oreilles, avec ce jeune homme qui représente ce qui n'était pas établi. Il était anti-guerre. Il voulait que les États-Unis ne soient pas impliqués dans la guerre en Irak ou en Afghanistan. Il parlait de changement. Donc, nous avons eu au sein du parti une bataille entre l'établissement et ensuite l'anti-établissement. Quelqu'un qui voulait raviver le rêve américain pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Barack Obama ait gagné des États en rouge alors qu'elle a plus tard perdu ces États? Cela ne se base pas des années 60 et des droits civils. Cela se base sur ce que les Américains ressentent actuellement. Aujourd'hui, la souffrance, le travail, et cela fait partie du rêve américain. Et cela trouve son cœur dans la colère liée au rêve américain. Et si on relit, MAGA n'est pas là pour toujours. C'est un moment dans l'histoire que nous devons reconnaître. Ça vient de la peine, de la douleur. On le voit. Les personnes ne veulent pas être rejetées. Ils ne veulent pas être mis exclus. Voilà, c'est ce que cela représente. Alors, est-ce que Donald Trump est un performeur? Il performe extrêmement bien, l'un des meilleurs que j'ai jamais vu. Il sait se vendre, il saurait vendre n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça en français. Mais c'est qui il est. Et donc ce jeune homme qui est arrivé en 1931, Monsieur de Tocqueville, merci. Merci, je suis là, je suis à la maison. Il est venu aux États-Unis 30 ans avant de ce qui a démarré la guerre civile. Et il a écrit cette citation. La superpuissance de l'Amérique vient du fait qu'il y a une capacité à réparer ses erreurs. L'Amérique, les États-Unis. Ça vient de Ronald Reagan. Cette jeune nation qui va écrire de nouveau un nouveau chapitre. Et je peux vous garantir que même s'il y a des divisions, certains pensent que ce moment va être là pour toujours. C'est une transition. C'est comme cela que l'on grandit, dans la douleur. Well, Donna, thank you.
Merci beaucoup, Donna, pour ce discours très émotionnel, très réaliste à la situation actuelle. Je pense qu'il y a probablement des personnes dans le public qui sont surpris de la façon dont vous abordez cette problématique. Et donc, je dois me tourner vers Dana, qui est également un enfant de la Deuxième Guerre civile dont vous avez parlé et qui se trouve de l'autre côté du spectre politique. Et je voudrais avoir ses pensées sur ce qui vient d'être dit et sur la question de la racine du Trumpisme. Merci beaucoup de m'avoir invité. Jean-Guillaume et Stéphanie, merci encore. Donc, tout d'abord, quand j'ai rencontré Donna Brazile, j'étais jeune et je travaillais à Fox quand elle gérait la campagne d'Al Gore. Et je veux dire qu'en tant que républicaine, merci à Donna Brazile. Parce que ce sont ces voix-là qui rendent les conversations sur l'Amérique quelque chose de possible. Et je suis ravie d'être dans ce panel avec elle en ayant observé tout ce qu'elle a fait pour le pays et la manière dont elle nous représente. Donc, merci, Madame Brazile. Donc, je vais être très rapide dans ma réponse. Donc, tout d'abord, je m'associe avec... Je suis d'accord avec certains des commentaires que Donna a fait. Trump, je l'appelle le producteur en chef parce qu'il est très fort à rendre la présidence américaine comme un spectacle. Et par rapport à la montée, je dirais que c'était vraiment un rejet. J'aimerais que cela soit lié à tout ce qui est des problématiques républicaines, mais non, il s'agit de Trump. Trump est pragmatique, il fait ce qui est pratique. Et ces 4 dernières années, et je dirais avant 2016, le Parti démocrate est allé de plus en plus à gauche. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un à qui j'ai dit l'an dernier que Trump allait certainement gagner parce que le Parti démocrate a créé un monde où les démocrates, où les hommes peuvent être des femmes, les femmes peuvent être des hommes, ils peuvent partager des vestiaires. Il semblait plus s'intéresser aux migrants illégaux que les citoyens en eux-mêmes. Ils dépensaient du budget pour cela. Et donc, c'est cette conversation constante qui, pour moi, était bizarre. Parce que pour moi, je me disais, vous avez des citoyens qui quittent les États, la Californie, New York. Il y a un problème. Il y a un problème quand vous vous intéressez à des problématiques qui n'ont rien à faire avec le quotidien des citoyens. Il y avait de l'inflation, les œufs étaient chers. Tout cela ces 4 dernières années. Et Trump a simplement dit, les garçons sont des garçons, les filles sont des filles. Si vous n'avez pas le droit d'être là de manière illégale, vous partirez et on appliquera la loi. Et les gens ont eu cette réaction viscérale qui ont amené ensuite par rapport aux bombes en Iran. Mais Hillary a également lâché des bombes. Il y a eu 50 actions militaires. Donc, je pense qu'il est le retour à la normale. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que la normale, et je pense que pour la plupart des Américains, en sachant que les voix du côté démocrate étaient fortes, on se disait c'était fou. Et là, on voit le nombre de personnes noires qui ont voté pour Trump, de jeunes, de latinos.
le Parti démocrate a perdu ses voix. Et je prie pour qu'il y ait plus de démocrates comme Donna, parce que le Parti républicain ira trop loin. Je peux le dire. Donc on a besoin d'avoir un parti d'opposition. C'est ce qui fait que l'Amérique est fantastique. Nous corrigeons en fonction de ce que l'on a en face. Et je pense que Trump est un retour à la normale pour beaucoup d'Américains. Alors, nous ne voyons pas le bipartisme idéal que nous aimerions, mais je pense que cela a à voir aussi avec l'approche du Parti démocrate face à Trump. Merci beaucoup, Dana. Donc, Josh, tout d'abord, j'aimerais avoir votre réaction sur les échanges que nous avons sur scène entre Donna et Dana. Est-ce que ce n'est pas un symptôme, malgré ce qu'on dit sur la tendance catastrophique dans la vie politique américaine, l'approche de Tocqueville, avec le désaccord des gens? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Que pensez-vous de l'escalade qui a été mentionnée par Christopher tout à l'heure? La menace de l'escalade qu'il a mentionnée quand il parlait de l'université contre Donald Trump dans cette bataille. Et Dana a dit « nous irons trop loin ». Est-ce que Trump va trop loin? Y a-t-il un procédé destructeur dans cette contre-révolution conçue pour ramener des personnes marginalisées dans la démocratie américaine? Alors, moi, je vais vous avouer, j'ai voté pour lui, mais c'était avec une grande frustration par rapport au Parti démocrate. J'ai grandi dans les années 60, c'était très à gauche, mais finalement, j'ai eu des désillusions pour rejoindre ce que disait Donna. Donc, je pense que la force des partis démocrates était la classe moyenne. Et ces dernières 30-40 années, je pense que cela a été supplanté par des politiques identitaires, de l'identité. Et pour répondre à votre question, je pense que Trump et sa montée est expliqué parce qu'il a trouvé un espace qui devait être développé parce que le parti a abandonné la partie de la classe moyenne et la droite est devenue destructrice avec les procédés du marché libre. Et donc, je pense qu'il y a un espace politique qui l'occupe et il y a des problèmes avec ce marché libre. Donc je pense qu'il y a une opportunité ici de faire ça. J'ai été surprise avec le mouvement qui occupait Wall Street et que les républicains ne se soient pas emparés de cela à ce moment-là, parce qu'il y avait une possibilité de construire un consensus sur cet espace, et c'est ce que Donald a réussi à faire. Si je peux prendre un petit peu de recul, il y a un horizon à 30 ans et un à 50. Donc 30 ans, c'est le renforcement. Donc si on regarde, Trump, c'est un candidat à la John Kennedy. Donc pragmatique, il ne fait pas partie des deux partis traditionnels. Donc, ça n'est pas... Deuxièmement, voilà, si on regarde, voilà, ce qu'il faut garder en tête. En fait, nous avons trois phases distinctes. La première était la constitution originelle qui reposait sur les compétences des citoyennes pour croître.
La deuxième phase a été la période progressive qui va demander des compétences, mais ce n'est pas forcément des compétences du peuple, mais la compétence des experts. Et nous sommes désormais entrés dans la troisième phase où les institutions ne sont plus entraînées pour la compétence des experts et font que les jeunes sont considérés comme des victimes innocentes. Et j'ai étudié à Washington, à l'université, et j'ai vu que cela s'est passé dans mon université, dans le monde entier, et les gens ont voté pour Trump parce que, on va en savoir un peu plus tard, parce qu'ils sont fatigués de voir le monde avec simplement des victimes et des agresseurs, des oppresseurs. Nous sommes une nation de classe moyenne qui a été née pour faire des choses et pas pour être appelé d'un nom ou d'un autre. Merci Josh. Donna, je me retourne vers vous et c'est vraiment cette question qui est sur les lèvres de tout le monde. En Europe, beaucoup de personnes pensent que la démocratie en Europe est en danger. Et un grand nombre de personnes et d'intellectuels, souvent très proéminents aux États-Unis, pensent également que les États-Unis se dirigent vers une forme de dictature. Je voulais savoir ce que vous en pensez de la tendance. Qu'est-ce qui vous inquiète? Et pensez-vous que le Parti démocrate fait cette autocritique qu'elle doit réaliser pour changer et peut-être commencer à trouver la réponse au Trumpisme qui fait avancer le Parti républicain et peut-être se rediriger vers le centre? Bien, je suis suffisamment âgé pour me souvenir que lorsque il y avait Ronald Reagan et Bill Clinton, et ensuite il y a George W. Bush, et ensuite il y a eu Barack Obama, et je pense toujours que les démocrates vont essayer de retrouver une réponse à Donald Trump, je l'espère. Mais Joe Biden, que j'aime terriblement, je l'aime vraiment sincèrement. Et en fait, c'est lui qui m'a donné un emploi, mais je lui ai dit qu'il était irlandais. Je suis un Irlandais noir, et si vous n'avez jamais vu d'Irlandais noir, eh ben c'est moi. Vous en avez déjà vu une. Et je l'ai dit à Joe Biden, et je souhaite travailler avec vous, mais vous m'offrez moins d'argent, et je ne suis pas allé travailler avec lui. Je suis allé pour travailler pour Doug Gabbard. Et en tout cas, nous avons trouvé la solution à Donald Trump. Le Parti démocrate est encore dans une position post-mortem. Combien d'entre vous ont mené une autopsie politique? C'est pire que... C'est bien pire. C'est absolument terrible. Et nous sommes encore au beau milieu de cette compréhension pour comment nous allons gagner en 2026. Et nous avions eu 63 millions de votes avec Hillary Clinton, par exemple. Et comment nous en sommes arrivés à perdre en 2020 avec moins de votes pour récupérer encore et essayer de regagner cette Maison-Blanche. Mais encore une fois, Donald Trump, je sais que beaucoup d'entre vous aiment ces réponses faciles. La base de Donald Trump n'est pas forte. Elle ne s'est pas renforcée, il n'est pas fort non plus. Et c'est la première partie de l'analyse de ce qui se passe. La guerre culturelle a également animé la politique américaine. Je sais, j'ai refusé Georgetown, je me souviens du professeur, et j'y ai passé 22 ans là-bas, et on pourra parler du passé, mais... Et j'ai fait cette classe. Et enfin, vous pouvez aimer qui vous voulez, vous pouvez aimer comme vous le voulez, mais en Louisiane, nous faisons du gombo et des fois, nous n'allons pas forcément... Mais on ne va pas mettre de poulet dans le gombo. Avez-vous été en mesure de vous déclarer publiquement que vous pensez que tout cela allait trop loin? Non. Non, je ne sais pas de mourir prématurément.
Mais je l'ai dit que quelquefois, nous ne pouvons pas ignorer la tendance culturelle qui nous fait repartir en arrière, ou les conversations auxquelles nous n'appartenons pas. Premièrement, j'étais une des personnes qui a parlé du Parti démocratique et j'ai commencé à dire qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait cette énergie qu'il fallait canaliser. Et vous avez différentes personnes, vous avez différentes personnes qui allaient frapper aux portes pour faire la campagne. Et on nous a demandé, on ne trouvait pas grande personne blanche là-bas. Pourquoi? Simplement parce que les gens sont à Milwaukee, à Philadelphie et à Détroit également. Et ensuite, on a commencé à parler aux jeunes hispaniques, parler aux jeunes noirs. Ils ont commencé à parler de l'immigration. Et ils ont dit que la raison pour laquelle vous travaillez 2 emplois, vos parents travaillent avec 2 emplois, c'est parce que vous avez des immigrants. Et on nous avait dit non, 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 vous êtes raciste. Et en fait, non, la réponse est que vraiment, vous devez vous attaquer à ces problèmes. Et les démocrates, au bout du compte, c'est que les démocrates vont revenir. J'ai participé à 2 grandes funérailles et j'ai travaillé beaucoup d'anniversaires. Les démocrates vont revenir. Nous avons plus de 400 jours à attendre. Et parce qu'au bout du compte, c'est les Américains qui vont décider de leur futur, ils vont décider quel genre de pays ils veulent avoir pour vivre avec un état de droit fort et une démocratie. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les démocrates, nous ne devons pas attendre que les démocrates reviennent avec une stratégie gagnante maintenant. Pas pour l'instant, en tout cas. Nous devons reconnaître qu'il a atteint des endroits que nous n'espérions pas voir chez les républicains. Et une dernière chose. J'aime les jeunes, j'apprécie les jeunes. J'essaie de m'asseoir et ils m'ont pas fait de place pour moi autour de la table au moment du déjeuner. Vous n'allez pas me vexer, mais vous allez néanmoins perdre la recette que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est votre futur. Vous devez vous l'approprier. Il y a plus d'entre vous ici, mais également dans mon pays. Le futur n'est pas encore écrit. Et je dis à mes jeunes étudiants à Georgetown, pourquoi vous? Parce qu'il n'y a personne de mieux. Et pourquoi maintenant? Car demain n'arrivera jamais suffisamment tôt. Et vous allez écrire ce chapitre. Ils vont écrire avec de la douleur. Et ils vont recréer un meilleur futur meilleur, un futur différent. Et c'est la raison pour laquelle je ne rejette pas la transformation qui se passe du HEAL, YEL, Black Lives Matter, MeToo, tous les mouvements culturels qui auraient dérangé certaines personnes dans mon pays ou dans le monde. Je pense que nous n'y vivons plus en démocratie. Nous n'allons pas vivre dans un pays où pratiquer la religion est simplement la religion des autres. L'Amérique va continuer à changer, à continuer à trouver la bonne réponse, mais je ne vais pas rejeter il, elle, elle, simplement parce qu'elle n'a pas eu une bonne raison pour savoir quelle chose sera un petit peu différente par rapport à ce que Joe Biden est. En fait, la question de la frontière est importante, la perception des personnes qui vivent dans des villes infestées de crimes. Il y a une guerre de culture qui ne définit pas le futur, mais va injecter dans le passé. Ce n'est pas une guerre de culture que les démocrates peuvent gagner. Par conséquent, il y a beaucoup de travail à faire à la maison, mais l'autopsie, une fois qu'elle sera faite, ça va être finalisé. Nous allons avoir une élection et les démocrates vont présenter leurs ingrédients et je pense que les démocrates vont avoir un bon rebond et encore une fois je serai en mesure de dire que à mes étudiants des prochaines générations que j'ai aidé à créer la recette pour un futur du succès, pas simplement pour mon parti et la nation mais pour le monde et dans lequel j'espère vivre et un meilleur monde. Christopher, je souhaite vous demander,
Donna a mentionné que Trump ne perd pas, il ne perd pas ses électeurs et sa coalition. Les démocrates sont toujours en train de réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Comment voyez-vous la coalition de Trump est-elle fragile? Nous avons vu des fractures profondes au sein des libertariens, du mouvement technologique, du mouvement MAGA, les conservateurs nationaux, les fractures que nous voyons en lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient et les politiques internationales. Comment les voyez-vous? Quelle est la manière pour avancer? Et lorsque Trump est arrivé et a été élu, il y avait une théorie sur la droite disant qu'il allait être là pour les années à venir, car J.D. Vance allait être le successeur. Qu'en pensez-vous? Oui, la coalition de Trump. Il y a des choses de quoi se réjouir. Et par exemple, il a un corps important d'électeurs, mais c'est que 40 ou 45%, et par conséquent, c'est un parti solide qui est capable à n'importe quel moment d'être défait malgré tout. Et si vous regardez la manière dont les discussions se sont déroulées sur les droits douaniers, en particulier lorsqu'il a parlé de journée de la libération avec les nouveaux tarifs douaniers dans le monde entier et l'argent qui devrait être utilisé par les plus âgés pour leur retraite a diminué de 20%. Et c'est cette personne qui pourrait être tout à fait vulnérable. Et il a réussi à remonter la pente. Et il a eu des bons conseils. Et il a changé l'attention des personnes en parlant plus de la Chine. Mais à ce moment, Trump dépendait beaucoup de la volonté de la Chine de se retirer des négociations en disant que nous ne voulons pas avoir une guerre commerciale. Si la Chine avait décidé de continuer cette guerre commerciale et cela aurait envoyé un signal au marché, eh bien, Trump aurait été dans une vraie mauvaise situation. Et c'est la même chose qui s'est passée avec l'Iran et l'Israël. C'est un épisode dans lequel Trump a montré ses grandes compétences politiques. Beaucoup ont vu cela comme une situation où, eh bien, soit vous laissez l'Iran acquérir une bombe atomique ou vous créez une autre guerre d'Irak et le pays se retourne contre vous. Et Trump a dit, oui, je pense que nous pouvons démanteler la centrale de Fordo sans commencer une guerre. Et c'est très bien. Mais je ne sais pas si nous pouvons le refaire une deuxième fois, car il y a des problèmes structurels. Et le monde pense encore que les États-Unis ont voulu se battre dans la guerre en Irak. Il y a une limite au nombre de fois où vous pouvez faire ces gifles sans vraiment lancer une réelle guerre. Et je pense par conséquent que la coalition de Trump, pour résumer, et je pense que et les démocrates ont toujours pensé que nous sommes dans une bonne situation. Les républicains sont des hommes âgés et vieux et blancs. Et les démocrates ont beaucoup de pouvoir immigratoire qui ne fait que croître. Et démographiquement parlant, les républicains vont périr, simplement parce que les migrants qui rejoignent le pays, qui sont censés être automatiquement des démocrates, eh bien, ils sont devenus des Américains qui font face aux mêmes pressions. Et les démocrates ne vont pas gagner cela de manière démographique. Mais je pense que l'élection du maire de New York va vous offrir un aperçu de la manière dont le Parti démocrate va se transformer dans les années à venir. Bien, et en fait, Dina, je suis heureuse que vous ayez dit cela.
sur le Parti démocrate. J'étais à Washington à l'époque et je considérais que c'était évident que les Noirs, les Latinos allaient être avec nous tout le temps, car il y avait des migrations, davantage de personnes, et c'était une erreur. Et je voudrais demander à Dina des questions sur la politique internationale, car vous avez travaillé dessus lorsque vous étiez au Pentagone, et il y a des moments où Trump a agi au Moyen-Orient. Et quelle est votre compréhension de cet instinct, la vision et les compétences de Trump sur les affaires internationales? Pensez-vous que la stratégie de la paix par la force peut être dupliquée, peut-être avec surprise, pour la situation en Ukraine? Eh bien, ce que je dirais, c'est que le président Trump est pour la paix, et je pense que nous voyons, et nous avons des personnes, en particulier à bas revenus et qui n'avaient aucun contact avec les conservateurs. Eh bien, je pense qu'ils pensent sincèrement à la paix. J'étais au Pentagone lorsqu'il a vu les photos en Syrie et lorsque Assad a utilisé les armes chimiques contre son propre peuple. Et il a été profondément touché. C'est la raison pour laquelle il les a touchés 2 fois, parce qu'ils ont recommencé. Et la manière dont je peux expliquer cela et la politique internationale de Trump, c'est un peu comme un père, c'est un super papa, dans le sens où tout ce qu'il dit, il le pense, peut-être pas littéralement, mais nous devons toujours le prendre sérieusement. Lorsqu'il a dit, je savais qu'il allait frapper. C'était évident. Il fait ce qu'il a dit, et ce qu'il dit change souvent. Mais il veut la paix. Et il faut toujours regarder Trump comme un entrepreneur. Pour certains diraient qu'un entrepreneur, c'est forcément un dictateur, mais il est un entrepreneur, il vient du Queens et il a travaillé dans l'immobilier à New York, et c'est comme cela qu'il regarde toutes les choses. Tout est une transaction. Ne nous battons pas. Pourquoi ne nous vendons pas des choses l'un à l'autre? Pourquoi ne parlons-nous pas ensemble? Je vais parler à n'importe qui. Et cela dérange les républicains et les démocrates et l'establishment, car nous avons des stratégies, des papiers, des livres blancs. Il n'est pas ce genre de personne. Et par conséquent, j'espère que son pragmatisme demeure pour quiconque héritera du fauteuil de Trump. Trump va partir, mais je ne pense pas que son pragmatisme vis-à-vis des relations internationales va changer. Merci. Je vais demander à George de très brièvement, peut-être en 3 ou 4 minutes, Josh, pardon, si vous pouvez nous dire, car je sais que vous avez été un observateur de Trump pendant un bon moment, et vous allez pouvoir nous dire qui est Donald Trump, qui est-il vraiment? Et selon vous, comment le voyez-vous? Êtes-vous d'accord avec Dina? Avez-vous un autre point de vue? Et je voudrais encore garder 5 minutes pour avoir 1 ou 2 questions, si cela est possible, ou en tout cas une. Et je pense que... Et en fait, je pense que Trump est très sérieux en tant que papa. C'est ce qu'a dit Mark Rutte, il a également appelé papa. C'est la figure paternelle. Premièrement, je pense que ce qui nous empêche de le voir clairement, c'est tout le monde de bouc émissaire qui s'applique, tous les mots que nous devons retirer, raciste, nazi, tout cela est inutile et dans le monde de la politique. Et je pense que nous devons le comprendre comme étant un baby boomer. C'est le dernier des baby boomers. Et je suis assez âgé pour me souvenir. Et
j'étais en 1968, il y avait tellement de haine entre les deux contingents, la gauche et la droite, et une des raisons pour laquelle les plus âgés, et en particulier surtout les femmes, c'est vraiment, en particulier pour la raison pour laquelle ils ont détesté les baby-boomers et Donald Trump, c'est en particulier à cause des années 68 et son l'administration est désormais liée à la génération X, une génération très intéressante. Et vous avez également J.D. Vance, Marco Rubio. C'est une génération qui a dû se débrouiller toute seule de manière pragmatique. Ils n'avaient pas des engagements institutionnels très forts et par conséquent, ils sont prêts à faire sauter tout ce qui bouge. Et vous voyez cela parmi les jeunes de l'administration Trump. Il y a certaines choses que nous n'avons pas mentionnées. Et la question est de voir quel espace va survivre. Est-ce que c'est le monde analogue avec les espaces et le temps ou le monde intemporel du numérique produit par le mondialisme? Et si vous regardez cette tension entre l'analogue et le numérique, eh bien, Trump est relié à ce monde analogue. C'est une tension entre les différents entre les fabricants et les processeurs d'information. Et il a dit qu'il est désormais temps de revenir à un fabricant. Et c'est pour ça que je reviens vers Tocqueville. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas comprendre, nous ne comprenons pas la crise existentielle de l'Occident, une question de culpabilité. Et je ne m'arrêterai jamais de dire la culpabilité associée à l'esclavage aux États-Unis avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, l'Holocauste et la colonisation. Nous n'avons aucun moyen de nous décharger de cela si le christianisme n'est plus disponible et la gauche a ouvert un moyen de s'en sortir. Retirez votre nation, votre nom de famille, votre église homophobe. Et je vais vous donner le repos. C'est la formulation théologique que propose la gauche. Et c'est dans ce contexte que vous devez comprendre. Trump, c'est quelqu'un qui n'a pas de culpabilité. Et je ne vous dis pas que nous devrions être dénués de culpabilité. Ce que je vous dis, c'est qu'ici, vous avez une population en Europe et aux États-Unis qui est malade et fatiguée de parler de cette culpabilité ineffaçable, et ils ne peuvent plus le supporter. Et par conséquent, je préfère une solution chrétienne. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous des coupables, et nous devons aller à l'Église. Mais nous sommes dans le monde de la politique, et nous avons la politique de l'identité. Et Trump dit que nous n'allons plus le faire, et c'est la raison pour laquelle il bat la gauche. Est-ce que Trump pense aux transactions en premier? Pas, non. Un petit peu d'accord, mais je souhaite néanmoins rajouter quelque chose. Je pense que Dana sera d'accord. Je pense que c'est un testeur de tension. C'est pas ça. Il dit quelque chose pas simplement parce qu'il veut le faire, mais parce qu'il veut également capter des informations qu'il a dit à tous les leaders européens pour tout ce qui touche de l'OTAN. Et tout le monde est en armes et tout le monde dit merci beaucoup de m'avoir donné des informations. Ça ne va rien changer sur ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui teste les tensions. Les dauphins utilisent des sonars et Trump utilise des mots pour avoir un effet de rebond, un effet radar. Et vous devez l'écouter, mais vous devez toujours prendre cela avec une pincée de sel. Comment allons-nous vivre dans une société basée sur le risque ou l'absence de risque? Et Trump a dit nous devons prendre des risques. Et Donna a tout à fait raison, c'est un entrepreneur du Queen. C'est la raison pour laquelle Peter Thiel et Elon Musk l'adorent. Nous devons faire cela pour grandir, nous devons prendre des risques et nous vivons dans un monde après la Seconde Guerre mondiale avec cette idée que nous allons pouvoir éliminer tous les risques. Cette période est terminée, nous rentrons désormais une phase de risque pour la civilisation. Va-t-il y avoir des erreurs? Oui, mais nous ne pouvons pas continuer ce que nous faisions auparavant. Merci beaucoup, Josh, pour cette réponse pétillante. Et je souhaite désormais me retourner vers le public et voir si nous pouvons répondre au moins une question du public. Peut-être un interlocuteur en français. Eh bien, je vois deux questions. Très bien. Très bien. Oui, Isabelle. De Rich Bay, il me semble. Vous pouvez vous lever, Isabelle, si vous le voulez.
C'est bon, ça marche? Oui. Oui, j'aurais une question peut-être pour Josh Mitchell, qui nous a habitués à avoir toujours une analyse théologico-politique sur la situation américaine. Et je voudrais savoir comment il interprète l'élection du pape Léon XIV aux États-Unis. Nous, ici, nous le voyons comme peut-être une chance. En tout cas, c'est le pape des Amériques, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Qu'en pensez-vous? Et donc, Jean Yarbrough, I think you should also... Et vous aviez également votre question? Vous pouvez poser votre question et peut-être qu'après quelqu'un pourra y répondre. Dans quelques secondes, s'il vous plaît. Je voulais uniquement suivre avec une question qui a déjà été mentionnée. Il s'agit des jeunes générations. Si vous regardez les étudiants à l'université, et Josh et moi-même, nous avons enseigné depuis très longtemps, bien plus longtemps que le gouvernement voudrait. Eh bien, nous voyons des générations, et génération après génération, nous avons des enfants qui deviennent de plus en plus radicalisés. Et je regrette d'avoir à vous dire que Mambani, le vainqueur de la primaire démocrate au New York, est un diplômé de mon université. Et si c'est le futur auquel vous aspirez, voir le Parti démocrate qui trouve pour revenir vers le centre, et j'ai mes doutes sur ce point. Et nous avons une question, une réponse de la part de John, et ensuite Donna interviendra. Y a-t-il des questions supplémentaires? Nous avons encore un petit peu de temps. Il y avait une question là-bas. Pascal Bruckner, s'il vous plaît. Merci de lui apporter le micro. Oui, bonjour. Je suis frappé par la déférence que les participants manifestent envers Donald Trump. On nous dit c'est un père. Mais mon Dieu, qui a envie d'avoir ce père? C'est un père qui tue ses enfants, un père lunatique, qui insulte tout le monde, qui semble avoir tué tout esprit de censure en lui, qui se moque des leaders étrangers, qui leur demande de venir lui baiser les fesses. Est-ce que c'est ça un père? Personnellement, je ne suis pas spécialiste en pédagogie, mais ça ne me paraît pas excellent. J'ai remarqué une chose, c'est quand même qu'aux États-Unis aujourd'hui revient l'esprit de déférence. Nous avons très bien connu, c'était l'Ancien Régime. Il fallait baiser l'anneau du roi. Donc je pense que beaucoup d'aujourd'hui baisent les babouches de Donald Trump. Mais ce retour de féodalisme ne me paraît pas un progrès en matière de démocratie, puisqu'il paraît qu'il s'agit de démocratie. Merci. Okay, so... Bien, merci. Peut-être que nous allons commencer avec Josh. Josh, vous commençons avec votre réponse pour la première question. Vous pouvez en parler. Vous pouvez en parler pendant votre réponse aussi, si vous le voulez. Josh, allez-y, s'il vous plaît. Mais assez rapidement et brièvement, si vous le voulez, pour résumer la catastrophe de la politique de l'identité de la gauche, et c'est qu'elle a utilisé le vote noir et fait l'argument suivant. Les droits civils, c'est les droits des femmes, droits des gays, droits des trans, droits du Hamas. Et le gauche essaie toujours de trouver une victime de plus en plus vulnérable. Et maintenant, c'est le Hamas. C'est des discussions absolument folles. Et je pense que le Parti démocrate doit vraiment s'en extirper, car les votes noirs n'en bénéficient pas, car on les utilise pour faire avancer des causes qui n'ont rien à voir avec les noirs à l'origine. Josh, je suis vraiment très heureux d'être en mesure d'être très heureux de savoir que je vais pouvoir faire un grand verre de vin rouge, parce que je vais certainement en avoir besoin. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui, rien qu'en étant assise sur ce fauteuil. J'ai vraiment hâte d'entendre la prochaine séance. Mon frère, j'ai un père fantastique, un père incroyable que j'appelle moi-même papa.
je l'appelais père parce que c'est quelqu'un qui était assez effrayant. Il était vraiment très imposant. Il était imposant dans le sens où mon père avait des règles et nous ne pouvions pas les briser. Il avait une carrière. Il a travaillé dans l'armée. Il a travaillé dans la première division en Corée et il a reçu 3 étoiles et également une récompense militaire. Et ça, c'est un père. Il a élevé 9 enfants catholiques, Kevin, Shola et les autres, et avec ma mère. Et avec nous 9, il nous a emmenés pendant l'université et le lycée. Et par conséquent, cela va en profondeur dans ma famille. Ma famille a émergé de l'esclavage. 400 ans aux États-Unis, nous sommes très heureux et nous sommes honorés. Nous avons en fait un véritable docteur, un docteur médical, pas simplement un docteur vaudou comme on aurait pu l'imaginer. Je peux vous donner des chapitres et des vers entiers sur Donald Trump. Je le connais. Il m'a répudié, mais je ne l'ai pas répudié moi, car c'est mon président. Je ne l'ai pas répudié la première fois et je ne le répudie pas non plus ici. Est-ce que je suis d'accord avec lui? Non. Et comme tous les enfants, non, je ne suis pas d'accord avec mon père. Mais j'avais tellement des désaccords avec lui, mais j'ai arrêté ça. Et ce n'est pas une question de désaccord, c'est une question avec l'Amérique qu'on nous a promise. L'Amérique dans laquelle je crois, et cette Amérique qui, je l'espère, un jour va devenir réalité. N'est pas la fin d'Obama, la fin de Clinton. Nous serons là un jour au futur. Je ne réponds pas à la question dans l'ordre, mais en tout cas, je vais néanmoins vous dire cela. Ma foi dans la politique américaine, dans la démocratie, est enracinée et quelque chose qui vient bien au-delà de la valeur de la Constitution. C'est la foi qui ont fait traverser ce pont en Alabama. C'est la foi qui a fait avancer les gens pour qu'ils croient que la justice et l'égalité un jour allaient parvenir dans cette nation où tout le monde sera traité avec dignité et respect. Et je souhaite dire cela, que le pape Léon, est un Américain. Et c'est un pape, mais c'est un pape pour tout le monde. Sa papauté sera enracinée dans le mot de paix. Et c'est ce qu'il veut, et c'est son objectif, une paix qui soit durable et sur le long terme, mais qui va demander plus que les chrétiens et d'autres pour participer à ce processus de création de la paix. Et je souhaite également dire, je pense qu'il va être un très bon pape lorsque l'histoire parlera de son dernier chapitre. Et pas simplement parce qu'il vient de la Nouvelle-Orléans comme moi. C'est un créole. Et nous savons que nous avons ce gumbo dans nos veines. Et lorsque vous remuez le gumbo, vous arrivez à quelque chose de délicieux. Et à chaque fois, ce que nous allons voir aujourd'hui comme étant un défi, si nous pensons, nous croyons, et nous allons voir le changement, et le changement va apparaître. Ce ne sera pas toujours beau, la démocratie, et je pense que mes collègues de Georgetown vont dire que la démocratie, c'est salissant. Mais au bout du compte, nous avons la bonne recette, les bons chefs de tous les horizons. Nous allons avoir un meilleur lendemain. Et c'est ma dernière pensée. Et je vais avoir ma discussion avec cet homme. Vous avez avoir une discussion car vous m'avez vraiment chamboulé avec votre question du papa. Et par conséquent, je vais aller boire un bon verre de vin avec mon frère. Je suis vraiment ravie d'être dans cette table ronde, d'être témoin de l'art rhétorique, l'art du mot des Américains dans ce panel. C'est impressionnant. Donc, Dana, je voudrais que vous répondiez sur la question du père, puis ensuite, Chris, vous aurez le mot de conclusion. Alors, tout d'abord, je pense que là, il y a la voix du Parti démocrate. Elle est ici, elle est là. Ça, c'est un message gagnant. Donc, ce que je disais par rapport au père et à la politique étrangère,
c'est que Donald Trump a cette image paternelle, masculine, cette énergie-là, et qu'on l'aime ou non, il a cette énergie paternelle qui vous fait comprendre ce que font les pères. Et mon père faisait la loi. C'est généralement ce que sont les pères. Ils ne font pas les règles, mais ils les mettent en place, ils les mettent en œuvre. Et je pense que ces 30 dernières années, aux États-Unis, nous avons eu cette dégradation du paternalisme et de la masculinité. Et je pense que Trump a changé les choses et a dit non, voilà la loi, je suis le chef, je suis celui qui va mettre en œuvre la loi. Peu importe si vous n'aimez pas ça, vous allez devoir obéir. Et il a aligné cela de la même façon dont les pères peuvent agir. Peu importe ce que vous pensez de lui en tant que personnalité, je pense qu'en tant que figure paternelle, on le voit. Il a dit au Pakistan et en Inde, arrêtez, et ils ont arrêté. Il a dit qu'il faut arrêter pendant 60 jours. Donnez-moi 60 jours. Et il a eu ses 60 jours. Donc, quand je dis ça, je veux dire que l'Amérique a manqué cette force, cette clarté. Mais alors, je veux dire, il y a Margaret Thatcher, Golda Meir, des leaders féminins, mais je pense que si on prend par exemple Kamala, je pense que les Américains... Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il dit ou comment il le fait, mais je suis plus de son côté que ce que le Parti démocrate montre. Donc, soit être pour les criminels, contre les victimes. Et il y a eu l'utilisation de la loi, beaucoup même, lorsqu'ils en ont besoin. Mon frère aime bien dire que Donald Trump est un faucon. Le plus on va le chercher, le plus il riposte. Et je pense que cela va avoir lieu aussi en 2026, en tout cas. Et je pense que j'ai oublié que Jean a posé la question sur la nouvelle génération et ce qui se passe avec la nouvelle génération et le radicalisme. Est-ce que vous pouvez peut-être adresser cette question? Oui. Alors, ce que je vois par rapport à la mairie de New York, il y a les conséquences d'une distribution inégale des moyens de subsistance depuis le début. Il y a une grande inégalité qui croît aux États-Unis sous la mondialisation et cela a des conséquences. On parle de certaines émotionnelles ou alors de la classe moyenne. Les leaders avaient l'impression de ne pas avoir besoin de la classe moyenne, mais d'avoir besoin de personnes qui traversaient les frontières pour venir travailler dans les bus. Et cela change la démographie d'un pays. Et cela change également les relations entre la classe dirigeante et ceux qui n'ont rien. Et ces derniers, peut-être, auront une opposition qui ne soit pas forcément constructive. En tout cas, à New York, c'est quelque chose qu'on voit, et on voit également ça en France, avec la France insoumise, par exemple. Au sujet du pape, je dirais que moi, je partage cet optimisme. C'est normal pour les Américains. Oui, lors de la papauté de Jean-Paul II, on avait un entrecoupement parfait entre la politique américaine de Ronald Reagan et le pastorat anticommuniste de Jean-Paul II. Mais
on a eu des décalages entre les présidents et les papes, surtout lors de la présidence de Trump avec Bénédicte XVI. Mais maintenant, je pense que tout le monde est très optimiste et j'ai vu avec beaucoup d'intérêt un grand rassemblement qu'il a eu au Comiskey Park parmi plusieurs jeunes, et non seulement catholiques, il y a 2 semaines. Donc, merci pour ça. So thank you very, very much. Donc merci beaucoup. Je dois dire que je pense que les conversations de Tocqueville montrent ce que devrait être une discussion démocratique aux États-Unis. Et nous proposons notre aide. Voilà. Donc merci beaucoup à nos panélistes fabuleux. Nous devons nous arrêter là, donc vous pouvez les applaudir.